À la une ce soir, l'archipel guadeloupéen est toujours en souffrance. De nombreux foyers sont privés d'eau et d'électricité. EDF et les opérateurs s'activent pour un retour à la normale. Dans cette édition, les précisions du SIAG avec Carole Maizetti, notre invitée. Belle Plaine noyée hier, revit aujourd'hui. Vous entendrez la grande frayeur des habitants racontée par nos équipes qui se sont rendues sur place. 24 heures de galère. Et à Sainte-Rose, vaille que vaille, la régie a rétabli l'eau. Le grand nettoyage a débuté. La commune veut rouvrir ses écoles dès vendredi. Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. Et puis direction aussi la Martinique dans cette édition où l'heure est aux pertes économiques. Les bananeraies ont été dévastées par le passage de l'ouragan Maria. L'économie de l'île est par terre. Nous le verrons avec nos correspondants d'ATV Martinique. Bonsoir, bienvenue sur ATV. La Guadeloupe est revenue en vigilance jaune. Le temps s'améliore, même si des averses peuvent encore survenir par endroits. Les côtes sont encore harcelées par une mer qui cependant s'amortit. Quant à Maria, il s'est éloigné, s'acharne désormais sur Porto Rico où l'on décrit déjà des images apocalyptiques. Et au plus fort de l'ouragan, la section de Belle Plaine à Gosier s'est transformée hier en véritable lac. Les habitants submergés par les eaux ont trouvé refuge au Palais des Sports où beaucoup d'ailleurs ont passé la nuit. 24 heures de galère racontées par Yvan Lemar. Des images impressionnantes de Belle Plaine complètement submergées hier matin. 62 personnes ont été évacuées et prises en charge par la mairie. 42 autres sont restées. Cet après-midi, l'eau a diminué. Cette brusque montée des eaux a surpris tout le monde. Je n'ai jamais vu ça. Ce que je dis au public, c'est que les gens qui habitent ici, même eux, sont surpris de voir comment on est étonné de voir ce qui se passe. Après, il est passé, mais ce n'était pas comme ça. Après 28 ans, c'est arrivé. Et l'eau est plus peut-être, je crois, c'est l'eau va monter peut-être 1 mètre. Parce que quand j'ai une dublesse, quand je suis descendu en bas, l'eau me donnait là. Chez moi, l'eau me donnait là, chez moi. Là. L'eau est montée durant la nuit à plus d'1 mètre par endroit. Il est, disons, 23h du matin, on s'est allongé là, donc on a pris sommeil. Et après, mon épouse, elle avait dit de l'eau. Alors on s'est réveillé, puis le temps que nous dépêchons pour aller changer des choses qui étaient là, nous, pour trouver les galeries. Bon, maintenant, il est temps de sauver les matelas. La plupart des habitants a tout perdu. Un véritable traumatisme. Je suis très stressée, je suis très dégoûtée parce qu'on n'a encore vu personne venir nous voir pour le monsieur qui vient de passer là. Et puis, seul jour, les pompiers qui venaient nous chercher en bateau. Et puis, ils nous ont mis au bord de la route sous le monde, et puis c'est tout. On n'a pas d'encouragement, on n'a rien. Franchement, cher monsieur, je reviens d'une maladie qui s'appelle rupture d'anévrisme et hémorragie cérébrale. Alors, imaginez la situation pour moi. Je n'ai pas d'autres mots. Il n'y a que ça que je peux dire. Imaginez la situation, l'angoisse, et tout ce, voir ma maison avec tout ce qui est dedans partir comme ça. La scène est tellement à recommencer, mais bon. L'avenir nous dira le reste et on fera comme on peut. Pour le moment, l'heure est au nettoyage. Selon la mairie, une réunion avec l'ensemble des sinistrés est prévue au local de l'association de Belle Plaine dès la fin de la décrue. Et dans la plupart des communes de l'archipel, l'heure est au grand nettoyage, comme à Sainte-Rose, où les équipes du service technique s'affairent à rétablir au plus vite les axes routiers. Reportage Yvan Lemar. Depuis le passage en vigilance grise, les équipes de la cellule Orsec sont à pied d'œuvre. Objectif, dégager le maximum de voies. La priorité était d'abord de dégager les voies de circulation pour permettre notamment à la régie des eaux d'intervenir au niveau des usines de production d'eau afin de permettre à la population de retrouver de l'eau au robinet le plus rapidement que possible. Donc nous avons mobilisé l'ensemble du service technique que nous avons partagé en 3 équipes d'environ 6 à 7 personnes à cet élément pour nous permettre d'intervenir sur l'ensemble des axes prioritaires, donc comme je vous disais des usines de production d'eau, donc afin de nous permettre
de dégager les voies de circulation et de permettre également à la population de circuler, même si nous sommes encore en alerte gris, mais on a quand même des personnes qui doivent être éventuellement recevoir des soins, peut-être des personnes qui doivent rejoindre l'hôpital, etc. Donc leur permettre de rejoindre le plus rapidement leur lieu de travail, si toutefois ils doivent travailler en urgence. Après le passage de Maria, la priorité était de rétablir l'eau. Une fois l'ensemble des voies dégagées, d'autres dossiers prioritaires seront traités. Nous irons vers les écoles, parce que les écoles, les crèches doivent ouvrir normalement lundi. Donc nous avons demandé au personnel d'être présent demain matin, de manière que les locaux puissent être nettoyés et favoriser la rentrée lundi des écoles maternelles, élémentaires, les crèches. Ensuite, nous irons maintenant vers la population qui a été touchée. Ceux qui viennent spontanément nous dire voilà, nous avons tel ou tel souci. Donc nous demanderons au CCAS et aux autres services de coordonner leurs efforts pour pouvoir apporter des solutions à ces personnes. Ensuite, les infrastructures. Nous irons vers l'État, nous irons vers les collectivités aussi qui peuvent nous aider pour que nous puissions le plus vite permettre à ces structures d'être réhabilitées, d'être réparées. Et ensuite maintenant, pour les grosses œuvres maintenant, eh bien, ce sont des dossiers que nous allons devoir monter parce qu'on sait comment ça se passe. On n'a pas forcément l'argent, il faut des subventions. Donc nous allons devoir faire des demandes de subventions pour les gros projets structurants. Depuis hier matin, une 50aine d'interventions ont été effectuées. Toutes les voies de Sainte-Rose devraient être dégagées d'ici demain. Et retour à Gosier, durement éprouvé par l'ouragan Maria. Quasiment toute la ville, notamment une bonne partie du centre-ville, était sous les eaux toute la journée d'hier. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. À Saint-Félix hier matin, le réveil est brutal quand Éric Jeanne sort au petit matin. Les traces du passage de Maria le renvoient au cyclone Hugo. Pour Hugo, ça a été fort. Mais bon, on a l'obité pas très complète, mais actuellement, ça. La mer des chaînes. Et on dit, bon, il y a des cas passés, quand tous ces pieds coco là tombés, l'homme là habité, il mangeait tout en bas à falaise là. Elles sont habitées pour recommencer encore parce qu'elle a déjà bien fait ça. La mer déchaînée a rongé la falaise, fragilisé les fondations des habitations, arraché le ponton et la maison des marins-pêcheurs. Ça, c'est la maison des marins-pêcheurs. C'est la commune fait les marins-pêcheurs. Et l'homme là est rentré en bas. Il y a toute structure là en bas. Il y a des roches là, tout ça en bas. Là, si ça a dépassé fort pour des sites, vraiment, nous avons un gros problème. Si il n'a pas dépassé en bas aux eaux là, il dit qu'il a fait nord-ouest là. Si il n'a pas cassé les tibouins, il était passé avec force à tenir là, jusqu'à les monter laisser mes têtes. Bon, ouais, c'est pas tout là, c'est pas tout là couché là. On passe pêcher à commencer à arriver et puis nous avons des manœuvres quoi. Sans bien qu'il y a après, nous avons mais nous avons des bon Dieu pour les autres collègues dans les autres communes, pas de grand problème. Nous savons qu'à Marie-Galante, au Saint, il y a rasé. Et à Dominique, les amis, nous savons que Dominique a plat. Martinique, ni problème. Mais nous, au Rosier, en site là, nous prenons la mer, la pluie. Mais ça caille, nous gérer ça. Un peu plus loin, toujours sur le territoire du Gosier, cette fois-ci à Pliane, toujours le même constat. Des arbres arrachés occupaient la chaussée empêchant la circulation, mais quelques téméraires se risquaient tout de même. Tout comme à Grande Ravine, connue pour ses mares, la nature a repris sa place. Le Gosier était littéralement coupé du reste du territoire. Montauban inondé, l'accès était impossible, à moins d'embarquer sur un Zodiac. L'eau là, côté ici, normalement, il partait doit monter comme ça. Parce que ça a fait depuis dans les années 56. Dernière fois on voit de l'eau monter comme ça, c'est en 56. En allant vers Pointe-à-Pitre, toute partie droite là, ils ont construit. Ils ont comblé ces marécages qui étaient là, ils ont comblé toutes. Ils n'ont pas fait traverser là. Pour de l'eau là, tu traversé route là, qui a monté au Gosier là. Pour ce gosierien, l'eau a repris son cours normal, de lourdes conséquences pour les habitations présentes depuis des décennies. Je suis à Montauban depuis plus de 40 ans. À chaque fois, on est embêté avec cette rivière qui passe dans ma maison, en face de la clinique choisie.
Alors, il faut qu'ils trouvent une solution. Soit il faut rehausser le chemin un peu parce que l'eau passe sur le chemin, ou du moins faire une canalisation pour l'évacuation d'eau. Il faudra encore patienter pour un retour à la normale. Les averses éparses, la suite de Maria, risquent de ralentir l'évacuation des eaux. Et autre conséquence liée au passage de l'ouragan Maria, près de la moitié des clients d'EDF Archipel sont toujours privés d'électricité, principalement dans les zones du Sud-Bastère, des Saintes, Marie-Galante et la Désirade. Le point tout de suite avec Linda Kayarzi. Coupure d'eau, d'électricité, l'ouragan Maria n'a pas fait dans la dentelle. Hier, au dernier point préfectoral, 40% des foyers étaient privés d'électricité, soit 80 000 abonnés sur toute la Guadeloupe, principalement sur les zones du Sud-Bastère, des Saintes, de la Désirade. Sur le terrain, le service de dépannage d'EDF Archipel Guadeloupe est à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Bien sûr, d'ici le retour de l'électricité, des précautions s'imposent. Ne jamais toucher une ligne électrique en cas de rupture, qu'elle soit en contact ou non avec le sol. Il faut alerter le service dépannage. Enfin, en ce qui concerne la distribution de l'eau fortement perturbée suite au passage de Maria, le SIAG est lui aussi à pied d'œuvre pour la remise en service des usines de Belocado ou encore de Déhauteur à Sainte-Anne. Le syndicat international d'alimentation en eau informe ses abonnés d'une amélioration progressive sur le réseau dès ce soir, sauf à Petit-Bourg ou encore à Bémao. Et depuis 3 jours, certains sont dépourvus de tout, ni eau, ni électricité. Quand peut-on espérer un retour à la normale? La directrice des régies du SIAG nous a rejoint sur ce plateau. Carole Maizetti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Première question, à quand un retour à la normale, à quand un retour de l'eau dans les robinets? Eh bien, le retour de l'eau est déjà effectif, notamment sur l'établissement sensible qui est la clinique de Choisy, au Gosier, qui était une priorité à la fois de l'ARS mais également du SIAG. Pour cela, dès hier matin, les collaborateurs que j'ai l'occasion de remercier ce soir pour les conditions difficiles de remise en état des usines hier de Déhauteur à Sainte-Anne, qui alimente les communes de Sainte-Anne et de Saint-François. Aujourd'hui, l'usine de Belocado à Capesterre, l'usine de La Digue, également l'usine de Moustique à Petit-Bourg, qui ont été remises en service. Un gros point noir, l'usine de Vernou, puisque la canalisation d'amener d'eau brute de la prise en rivière jusqu'à l'usine a été emportée par la crue. La rivière est montée et la canalisation est rompue sur près d'une centaine de mètres, ce qui entrave considérablement l'arrivée d'eau à l'usine qui ne peut pas être traitée, qui ne peut pas être produite. Donc le retour à la normale est progressif. Certaines zones du Gosier sont déjà alimentées. D'autres zones de Sainte-Anne vont l'être, puis Saint-François, également au niveau de Jarry, de Bémao, qui sont desservis par Moustique. Pour Petit-Bourg, il va falloir attendre 2 jours qui seront nécessaires à la remise en état de cette canalisation qui est située dans la forêt, à proximité d'un cours d'eau en crue, dans des conditions de travaux très difficiles. Nous avons fait appel à une entreprise qui avait réalisé cette prise en 1999, qui avait déjà été emportée à l'occasion du cyclone Léni. Et c'est un éternel recommencement dans des conditions extrêmement difficiles d'accès et également d'absence d'alimentation électrique, puisqu'à l'usine de Belocado, depuis ce matin, nous tournons sur le groupe électrogène qu'il va falloir réalimenter demain matin pour que la population continue à espérer un retour de l'eau d'ici 24 à 48 heures pour les zones les plus éloignées. Carole Maizetti, ce n'est pas la première fois que la Guadeloupe est confrontée à une catastrophe du type ouragan Maria. Comment expliquer que justement ces problèmes se présentent, que ce soit les mêmes qui se présentent à chaque fois? Eh bien, écoutez, les usines ne sont pas conçues pour résister à des vents tels que nous l'avons connu, notamment dans le Sud-Bastère. Une partie de la toiture de l'usine de La Digue a été emportée à Capesterre-Bello. Également à Vernou, c'est la maison du gardien de l'usine qui est quasiment aujourd'hui sans toit, nous privant d'une présence 24 heures sur 24 sur l'usine. Les conditions d'accès également à ces usines qui sont situées souvent en forêt ont été rendues extrêmement difficiles. Nous avons dû faire appel à des engins pour déblayer la route et l'absence et les difficultés de communication ont beaucoup ralenti ce retour à la normale que nous espérons, je vous dis, d'ici 24 à 48 heures pour favoriser la rentrée scolaire. Bien évidemment, les tours d'eau que nous avions dû mettre en place sont actuellement suspendus
puisque la priorité est le retour à l'eau au robinet. Une question que beaucoup de Guadeloupéens se posent, qui n'est pas forcément liée au passage de l'ouragan Maria, ce sont ces coupures d'eau qui interviennent alors même que des fois certaines villes sont inondées, qu'il y ait des pluies diluviennes. Comment on explique ce paradoxe? Eh bien, l'eau, effectivement, on en a besoin pour produire de l'eau potable, mais c'est également un gros frein lorsque les zones sont inondées. Nous ne pouvons pas accéder aux prises. Lorsque les rivières sont en crue, ce sont des torrents de boue, d'arbres et de roches qui empêchent et qui obturent les prises d'eau en rivière, qui empêchent le retour de l'eau brute au niveau des usines pour qu'elle soit traitée et rendue potable. Est-ce que cette eau qui arrivera prochainement dans les robinets, dans les 24-48 heures, peut-être même plus pour certaines villes, je pense à Saint-François, sera propre à la consommation? Oui, tout à fait. Nous avons mis l'accent sur la potabilité de l'eau, c'est-à-dire que nous avons pris toutes les précautions d'usage et encore plus, vu les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, de maintenir toutes les installations de chloration notamment, de façon à chlorer l'eau pour la rendre potable, la filtrer, la chlorer pour la distribuer potable. Et un dernier mot pour les populations de la Désirade qui sont aussi desservies par le SIAG? Bien sûr. Alors l'île de la Désirade est desservie par la pointe du réseau de Bellocado qui part de Cap-Esther, qui doit traverser la mer par une canalisation sous-marine. Donc malheureusement, l'île de la Désirade le sait. Il faudra attendre encore plus longtemps, environ 24 heures de plus qu'à Saint-François, pour que l'île de la Désirade soit de nouveau alimentée. Dans une semaine, approximativement? Nous espérons, nous mettons tout en œuvre pour que la Désirade soit alimentée d'ici ce week-end. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment chaleureusement tous les collaborateurs qui sont à pied d'œuvre depuis hier matin dans des conditions extrêmement difficiles. Merci Carole Maizetti d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et puis, bonne nouvelle pour la Guadeloupe, l'état de catastrophe naturelle sera reconnu pour l'archipel. Le Premier ministre l'a annoncé aujourd'hui, Édouard Philippe. Le document sera signé ce samedi. Les personnes sinistrées auront donc 10 jours pour adresser leur déclaration. Mais que signifie justement cette garantie catastrophe naturelle et comment marche-t-elle? Les précisions de Linda Caillard. Tiens, on regarde ensemble. La garantie catastrophe naturelle prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux seuls biens assurés. En France métropolitaine, elle couvre tous les périls sauf le vent, soumis à la garantie tempête qui n'a pas besoin de l'état de catastrophe naturelle pour être appliquée. Dans le cas des DOM-TOM, la garantie catastrophe naturelle n'intervient que si les vents dépassent 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale mesurée en surface. En dessous de ce seuil, l'indemnisation relève de l'assurance tempête classique prévue dans les contrats multirisques habitation. Concernant les limites de la garantie, les véhicules assurés au tiers, c'est-à-dire uniquement en responsabilité civile, ne bénéficient pas de l'assurance catastrophe naturelle. Sont également exclus de la garantie les bateaux et les marchandises transportées, les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, au sol ou encore au bétail non enfermé. Dès la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle, les assurés ont jusqu'à 10 jours pour adresser leur déclaration de sinistre à leur assureur. Les assureurs recommandent de leur transmettre dès que possible un état estimatif des pertes et de leur fournir tout type de documents attestant de l'existence et de la valeur des biens détruits ou endommagés, comme une facture ou une photographie. Enfin, concernant le délai d'indemnisation, les assureurs ont 2 mois pour verser une première provision et 3 mois pour indemniser intégralement. Les victimes d'Irma peuvent espérer une réparation des dommages dans les 2-3 mois, dans le cadre d'une procédure accélérée, a précisé la semaine dernière le directeur général du réassureur public CCR, Bertrand Labillois, sur CNews. Pour des dommages allant jusqu'à 500 à 1000 euros en fonction des assureurs, le sinistré peut demander une avance ou engager les dépenses et se faire rembourser ultérieurement. Au-delà, l'assureur enverra un expert pour estimer les dommages. En cas d'indemnisation, une franchise de 380 € est prévue pour les biens à usage des particuliers et de 1140 € minimum pour les biens à usage professionnel. Et direction tout de suite la Martinique où le nord Atlantique a été fortement impacté par le passage de l'ouragan Maria. La houle s'est déchaînée pendant 24 heures. Reportage Sandrine Claude. Les lendemains de cyclone, c'est jamais facile à Grand-Rivière. On l'a dit, hein, pas ni de l'eau, regardez, pas ni de l'eau, pas ni de lumière dans la commune. Il n'y a plus que la rivière. Alors depuis ce matin, tout le monde est passé au bain. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas contents, évidemment, de cette situation assez récurrente, d'ailleurs, dans la commune concernant l'eau.
Lorsque l'eau ne sort pas du robinet à Grand-Rivière, le système D, c'est naturellement le bain à la rivière. Sur la route, nous avons croisé aussi des personnes venues prendre des nouvelles de leurs parents. Il n'y a pas d'eau, apparemment, mais comme je vais revenir plus tard pour lui emmener de l'eau, tout ce qui s'ensuit, quoi. Une fois entré dans le centre-bourg, on se rend compte qu'un sujet alimente pratiquement toutes les discussions, les coupures d'eau potable. Je n'ai trouvé que Grand-Rivière, nous partons pour manger de l'eau et puis la rivière nous n'y a. Depuis où la pluie tombe, nous pas ni de l'eau. Je dis que ça SNDS, ni en municipalité, ni en la mairie, ni en micro, ou qu'à passer, dit que ça SNDS taille la mairie, qui a dit qu'il voudrait intervenir, dit pour bagaille, pour avertir la population, dit que le réseau a un problème, patienter. Personne n'a pas dit noyer. C'est surtout l'accès à la commune qui pose problème. Hier après-midi, nous débloquons. Je pense que la route là débarrée. Pas même en bas, on devait arriver. La ligne, c'est l'auto, c'est là seulement. Le plus important, c'est la route. Vous avez vu comment on se trouve, la falaise comme elle est. Et je disais à un ami tout à l'heure, je me battrai beaucoup pour cette route, pour avoir enfin une route digne de ce nom. Parce qu'on n'a qu'une route d'entrée, une voie de secours. Et de sortie aussi. Donc, à la moindre pluie, Grand-Rivière est bloquée. Pas facile la circulation aux abords de Grand-Rivière à cause des nombreux travaux, notamment ceux liés au confortement de la falaise. Le danger est permanent, mais les équipes se veulent rassurantes. On essaye de protéger cette route contre les risques de chute de bloc suite au cyclone qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Donc, qui ont ravagé un ouvrage qui était à la base ici, donc un écran par pierre qui servait justement à retenir les blocs de pierre au cas où lors de chute de pierre, mais sauf que il y a eu beaucoup de masse instable et ça a plié un peu cet ouvrage. Voilà à peu près le point que l'on pouvait faire sur la situation ici à Grand-Rivière. Et même lorsque l'eau vient à manquer ou l'électricité coupée, il reste encore la beauté du paysage. Et réunion sous tension hier en Guyane, à Cayenne, le collectif pour la Guyane décollé qui rencontrait la ministre des Outre-mer a quitté la table des négociations. Le reportage de Jonathan Lariot. La réunion du comité de suivi d'hier a sans aucun doute divisé. Après 3 heures d'échange avec les principaux acteurs du monde socio-économique et politique guyanais, des tensions ont émergé sur un sujet, la présence de la Guyane aux Assises des Outre-mer. Événement durant lequel la ministre prévoit d'aborder avec plus de profondeur les accords de Guyane, mais ce genre de déclaration est loin de faire l'unanimité, car le collectif pour la Guyane décollé à la tête des mouvements sociaux d'il y a 5 mois quitte la salle en signe de protestation. Les Assises de l'Outre-mer, c'est le ministère des Outre-mer. Les États généraux de Guyane, ce sont les Guyanais. Nous avons dit que ces États généraux vont être ouverts sous la houlette du Congrès des élus de Guyane et que tous les partenaires dans le pays seront associés. On veut nous proposer autre chose. La ministre nous dit aujourd'hui, ben oui, avec les Assises de l'Outre-mer, on va avoir des choses concrètes. Mais construire des lycées pour la Guyane, c'est des choses concrètes. On l'a dit là le 28 mars. Construire des écoles supplémentaires, c'est des choses concrètes. Désenclaver le territoire, c'est des choses concrètes. Donc on ne voit pas, on ne peut faire plus concret que ce que nous avons présenté et proposé à la population guyanaise et qu'elle a acté et entériné. En 2009, le président Nicolas Sarkozy avait lui-même organisé les États généraux des Outre-mer. Mais la démarche n'avait pas eu l'effet escompté car sur les 137 mesures prises par l'État, bon nombre d'entre elles sont restées inappliquées. Le président Rodolphe Alexandre, lui, est optimiste. Les assises des Outre-mer peuvent être une réelle opportunité pour le département. Je ne conçois pas qu'on puisse pratiquer la politique de la chaise vide à l'occasion des assises territoriales où nous sommes invités par l'État. Il appartient à l'État, dans ces assises territoriales, de se prononcer sur les dotations globales qui sont accordées aux collectivités, tant communales, EPCI, CTG. Il appartient à l'État de se prononcer sur la politique à long terme concernant l'énergie, concernant la transition énergétique, concernant les transports, le désenclavement. Donc ce sont des points sur lesquels, quel que soit l'élu, quelle que soit la société, le citoyen, il faut qu'il aille l'écouter. Pratiquer la politique de la chaise vide, c'est s'enfermer. Mais pour la ministre, le message est clair, c'est à travers ces assises que peuvent être ouvertes de plus amples discussions sur les points manquants, tels que les 2,1 milliards d'euros demandés par le collectif et inscrits au journal officiel du gouvernement suite à la signature des accords de Guyane. Mais la décision est loin d'être accueillie à bras ouverts. Les collectifs entendent interpeller le président de la République lors de sa venue le mois prochain.
Et la ministre des Outre-mer a depuis rejoint la Guadeloupe pour établir le premier bilan après le passage de l'ouragan Maria. Mais nous y reviendrons dans notre édition de demain. Avant de refermer cette édition, regardons ces images ensemble. Celle de la Guadeloupe qui se relève après le passage de l'ouragan Maria. Et nous l'avons vu d'ailleurs ce soir dans notre journal, l'archipel guadeloupéen est toujours en souffrance. Beaucoup n'ont toujours pas d'eau, toujours d'électricité, près de 80 000 foyers. EDF et les opérateurs s'activent pour un retour à la normale. Certaines communes devraient avoir de l'eau potable d'ici ce week-end. Soyez donc patients. Et puis nous l'avons vu aussi, Belle-Plaine était noyée hier, mais revue aujourd'hui. Nous avons entendu justement la galère de certains de ses habitants qui étaient racontés par nos équipes qui se sont rendues sur place. Et puis à Sainte-Rose, vaille que vaille, la régie a rétabli l'eau. Le grand nettoyage a débuté. La commune veut rouvrir ses écoles dès vendredi et est en attente justement des directives données par le rectorat. Et puis en Martinique, l'heure est aux pertes économiques. Les bananeraies ont été dévastées par le passage de l'ouragan Maria. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage à tous. On se retrouve demain à 18h50.